Hi everyone. Hi. Bonjour. Donc, ravi de vous retrouver sur ce panel en français qui aborde la propriété comme socle de la dignité et de la prospérité. Pour nous tous, les libéraux, on connaît l'importance du droit de propriété qui est le socle de toute liberté. Donc, c'est un sujet qui nous est cher et que nous allons aborder à travers ce panel sous l'angle de l'expérience pratique, puisque nous sommes d'une équipe de Côte d'Ivoire. Je vais présenter les panélistes. Mais donc, c'est l'équipe de Audace Institut Afrique qui, depuis 9 ans, travaille sur le foncier. Donc, à travers de cette expérience pratique que nous allons partager avec vous, nous pourrons aussi aborder tout ce qui a été noté en termes d'impact sur la dignité et la prospérité des villages qui ont été couverts par ce programme. Je tiens à dire tout de suite en introduction que la manière dont nous allons aborder la propriété foncière aujourd'hui est sous l'angle du bottom-up, puisque on est dans un environnement en Côte d'Ivoire où seulement 2% des terres bénéficient d'une sécurisation foncière, d'un enregistrement officiel des terres, en ce qui concerne les terres rurales. Donc, c'est extrêmement peu. Et notons que le coût de la sécurisation foncière pour un ménage correspond à 1 an de revenus, ce qui fait que c'est tellement incroyable que très peu de personnes dans les communautés villageoises peuvent accéder à ce qu'on peut considérer comme réellement un luxe. Alors que, rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde et qu'il y a énormément de cultures pérennes, donc énormément de terres sont utilisées durablement avec ces cultures, ce qui fait qu'il y aurait vraiment une urgence pour sortir les planteurs de la précarité, de sécuriser leurs terres. Notons que ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, mais c'est le monde entier, et puis l'Afrique en particulier. La pression foncière devient plus importante du fait de l'augmentation de la démographie, de la pression démographique croissante. Donc, tous ces enjeux font que, à travers les activités de notre institut, et notamment avec le soutien de la Fondation Atlas Network et de la Fondation Friedrich Naumann et de la coopération allemande, depuis 9 ans, Audace Institut Afrique donc, travaille sur cette problématique. Donc, pour en parler, moi, je suis directrice de l'Institut et à mes côtés, j'ai Nanan Dori, qui est chef traditionnel et chef de village, également membre du directoire de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel en Côte d'Ivoire. Il est en charge plus particulièrement du foncier rural à la Chambre des rois. Et Sosten Kofi, qui est directeur du pôle foncier d'Audace Institut Afrique et qui, depuis 9 ans, coordonne tous les programmes que nous menons à la fois dans la réflexion, mais aussi sur le terrain. Donc, Sosten, est-ce que tu peux présenter de manière succincte les fondements des programmes fonciers que nous avons menés en Côte d'Ivoire pour une meilleure compréhension en première approche? Merci Gisèle. Bonjour tout le monde. Globalement, il faut dire que nos programmes visent à améliorer la sécurité et la gouvernance foncière dans les villages où nous sommes intervenus. Par une approche, comme Gisèle l'a dit, une approche bottom-up qui allie les nouvelles technologies et les connaissances traditionnelles. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a seulement 2% des terres qui sont sécurisées, mais il faut dire que dans nos villages, nous avons des sachants, en l'occurrence les chefs de village, les chefs de famille, qui ont une connaissance fine des terres, mais aussi des limites géographiques des patrimoines fonciers des uns et des autres. Il est donc urgent pour nous, c'est ce qu'on a fait dans toutes nos activités, dans tous nos programmes, d'enregistrer ces connaissances traditionnelles-là grâce aux nouvelles technologies, surtout que nos chefs de village, nos chefs de famille vieillissent et qu'il est important de capter vraiment cette connaissance-là. Mais en fait, est-ce qu'on peut dire de manière un petit peu succincte quelles sont les innovations? Oui, plus concret en termes d'innovation sur le terrain, il y a d'abord un gros travail de clarification des droits fonciers, qui est en fait un dialogue assez inclusif entre les différentes communautés, les différentes parties dans le village,
pour pouvoir connaître qui a droit à quoi dans le village. Puis, il y a une formation aussi bien d'abord des apprenants qui sont des jeunes qu'on recrute dans les villages à l'utilisation du GPS portatif pour lever les parcelles. Puis, la formation aussi du comité villageois de gestion foncière rurale sur plusieurs aspects, notamment l'archivage, par exemple, informatique des données qu'on a dans les villages sur la question de terre. On a un gros travail de délimitation des terres suite aux formations à l'utilisation du GPS qui a été fait par les jeunes des villages avec les sachants pour avoir non seulement les limites du territoire des villages, mais aussi les limites des parcelles des grandes familles qui ont installé tous les gens qui occupent les terres. Dans un troisième temps, il y a la contractualisation, qui est un aspect important, la contractualisation via une application mobile qui a été développée. Pardon de vous couper, contractualisation, qu'est-ce que tu veux dire par contractualisation? Par contractualisation, on entend simplement la formalisation de manière écrite des contrats ou des accords que les différentes parties, c'est-à-dire le détenteur, le propriétaire des terres et l'exploitant qui vient réaliser un investissement sur la parcelle. Donc, cette application que nous avons développée permet vraiment de réaliser le contrat via un téléphone portable et après avoir fini de renseigner les informations, le téléphone, l'application génère automatiquement un contrat assez clair qui a été préalablement révisé par des juristes, des économistes, des sociologues pour vraiment apporter plus de clarté dans les relations entre les propriétaires terriens et les exploitants. Finalement, on a des activités qui concernent l'archivage, comme j'ai dit tout à l'heure, des informations foncières dans les villages. Cet archivage se fait à deux niveaux. D'abord, de façon physique, en rangeant dans des boîtes plastiques les informations, tous les documents qui concernent les terres dans le village, mais aussi, il y a un enregistrement numérique, une digitalisation, une numérisation de tous ces petits papiers que nous avons dans les villages. Et enfin, nous avons utilisé la blockchain pour pouvoir garantir les risques de fraude sur les documents que nous allons archiver, surtout au niveau informatique, parce qu'on sait que de plus en plus, avec la pression sur les terres, on a des cas de fraude qu'on peut observer dans les villages. Donc, l'idée de la blockchain était de pouvoir garantir la traçabilité de toutes les modifications que nous avons pu avoir sur un document. Donc, en termes de nouvelles technologies, comme il faut quand même rechercher les coûts les plus bas quand on intervient dans des villages, il y avait donc un GPS dans les villages et un téléphone, un smartphone pour la numérisation ou un autre, qu'est-ce qui a été choisi? En termes de matériel, comme le dit Gisèle, on avait vraiment l'idée de la réplicabilité et donc le moindre coût a été recherché. Donc d'abord, les outils qu'on a utilisés, c'est un simple GPS portatif qui permet déjà d'avoir des précisions qui sont valables pour la réalisation des contrats. Deuxième chose, on a utilisé un simple téléphone avec Android qui permettait d'avoir une application qui fonctionne sans connexion Internet, c'est-à-dire offline, pour pouvoir faire les délimitations ou même pour pouvoir faire les contrats sans avoir forcément l'obligation d'avoir une couverture Internet. Et puis finalement, je pense qu'au niveau de la blockchain, on a vraiment utilisé des espaces assez libres, gratuits, de sorte à pouvoir permettre la réplicabilité. D'accord. Mais concrètement, dans ces zones rurales, comment les communautés ont accepté et accueilli ces technologies? Oui, c'est vrai que ces communautés sont dans le traditionnel, mais aujourd'hui, il faut noter qu'avec le niveau de pénétration du téléphone portable, par exemple, déjà dans les villages, ils ne sont plus tout à fait étrangers aux technologies. Et donc, les nouvelles technologies ont de ce fait rassuré les populations, les communautés rurales dans les villages, parce qu'elles considèrent que la technologie permet de limiter les risques de falsification, de fraude, mais aussi surtout d'avoir une traçabilité durable parce qu'on peut garder durablement les documents numérisés. Et puis, finalement, les nouvelles technologies apportent plus de précision, plus de crédibilité dans la gouvernance foncière.
Et c'est d'ailleurs pourquoi on a utilisé la blockchain effectivement pour sécuriser surtout les contrats agraires qui sont passés entre les propriétaires terriens et les exploitants agricoles. Merci. Non. Le programme est arrivé dans votre village, à Odoguié. Et comment percevez-vous le sentiment de bien-être et de sécurité de vos communautés suite à l'intervention dans votre village? Merci bien. Bonjour tout le monde. Mon village Odoguié a effectivement bénéficié de ce programme. Et il faut dire qu'il y a eu un engouement. Les jeunes ont été intéressés. Les personnes âgées étaient un peu curieuses. En fin de compte, elles ont accepté le programme. Et elles ont participé donc à sa réalisation. On a constaté qu'avec ce programme, il y a eu la connaissance des limites des parcelles au niveau des grandes familles. On a eu également la formation des jeunes qui peuvent désormais prendre en charge les problèmes de délimitation du village. Nous avons eu également à rafraîchir avec les villages voisins, à un exemple près, toutes les limites, si bien qu'au niveau du village, on a été rassuré. Et cette assurance a fait que, au niveau des conflits, il y a eu vraiment une flèche décroissante par rapport aux conflits fonciers. D'accord, merci Nana. Donc, ce que vous dites, il y a des aspects qui sont liés à la sécurité, mais il semble qu'il y ait également eu un impact au niveau de la cohésion sociale du village. L'impact au niveau de la cohésion, c'est que désormais, chacun a la certitude des limites de ses terres. Et puis les personnes que nous avons acceptées, intégrées, on a renouvelé les contrats avec leurs parents parce que certains n'étaient pas nés ou étaient mineurs. Ils ont su désormais qui est leur tuteur et ils ont accepté celui-ci comme étant leur tuteur. Et donc, ça a renforcé la cohésion au niveau de la population. D'accord, merci beaucoup Nana. Donc, Sosten, tu es toujours sur le terrain puisque le programme continue sur d'autres villages avec d'autres innovations. Mais déjà, par rapport aux premiers villages qui ont été couverts, comment tu pourrais nous parler de l'impact ou des premiers effets, en tout cas, de cette sécurisation foncière en bottom-up par rapport à notre sujet, la dignité et la prospérité des communautés? Oui, déjà, la première des choses qu'on retient déjà, c'est la fierté pour ces villages-là, pour ces communautés locales-là, d'avoir réussi elles-mêmes à réaliser une carte, je vais dire, sociologique de leur village qui prend en compte les limites des parcelles du village, les limites des familles, mais aussi qui contient des informations socio-foncières sur toutes les installations dans le village. Déjà, il y a cette grande fierté-là aussi qui fait qu'aujourd'hui, le village est sûr qu'il peut résister à des éventuels accaparements de terre dans les villages. Je pense qu'en termes de dignité, c'est quelque chose qui est très important. Tout à l'heure, on a abordé la question de la restauration des liens communautaires. On sait qu'en Côte d'Ivoire et puis peut-être en Afrique en général, la question des terres est tellement sensible que ça cristallise souvent les relations entre, par exemple, autochtones, allogènes ou allochtones. Mais avec ce travail de clarification de droits et d'enregistrement des exploitants et de délimitation des parcelles, on a vraiment cette cohésion-là, ces liens communautaires-là qui sont de plus en plus forts. Je pense qu'aussi, dans le village, on a les comités du foncier qui sont vraiment les organes clés dans la gestion foncière qui bénéficient de beaucoup plus de respect aujourd'hui de la part du village, du fait de toutes les compétences qu'elles ont aujourd'hui, notamment à pouvoir appuyer, aider les gens à faire des contrats clairs, à pouvoir archiver les documents, à connaître aussi l'histoire des terres pour pouvoir assister les chefs de village dans le règlement des conflits. Je pense que c'est quelque chose qui, en termes d'utilité, est très fort. Maintenant, en termes de prospérité, je pense que déjà, on se rend compte que, premièrement, il y a des nouveaux métiers qui sont créés dans les villages.
notamment à travers les arpenteurs qui monnaient, bien sûr, à des prix vraiment très communautaires, des prix très bas, leurs compétences pour pouvoir aider à réaliser des nouveaux contrats, par exemple. Et même dans certains villages, on a des arpenteurs qui font des prestations dans des villages voisins toujours à moindre coût. Il faut dire aussi qu'on a tous ces arpenteurs-là dans un de nos villages où l'un d'eux a été désigné et président du comité du foncier par le chef de village, eu égard à toutes les compétences qu'il a acquises et aux connaissances des terres qu'il a pu avoir suite aux travaux de délimitation dans son village. Pour être plus concret en termes de chiffres, il faut dire qu'il y a une évaluation par un cabinet indépendant du programme qui a été fait à Mipapou. Et déjà, pour les villages où nous sommes intervenus, on se rend compte que 80% déjà estiment que le programme peut éliminer la plupart des conflits dans le village. 99% des participants se sentent vraiment en sécurité après les interventions qui ont été faites. Et puis 89% ont plus envie d'investir sur les terres parce qu'ils se sentent vraiment en sécurité par rapport à tout ce qui a été fait dans le village. D'accord, merci beaucoup Sosten. Donc, on voit que même dans un environnement où la sécurité foncière formelle du gouvernement a du mal à avancer, à travers les nouvelles technologies, à travers la formation des acteurs, même des communautés au sein des villages, on arrive à améliorer de manière très intéressante la sécurité foncière, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique aussi, la sécurité est liée à tout ce lien social, à la reconnaissance au sein du village des droits des uns et des autres, des droits de propriété comme des droits d'usage pour les exploitants. Une fois que tout cela est clarifié, ça crée quand même un environnement où, d'après les premières enquêtes, on voit que les personnes impliquées sont mieux à même d'investir sur leurs parcelles avec plus de confiance pour améliorer leur productivité et donc pour améliorer le développement économique aussi, tout ce qui est bien-être au sein du village. Ce programme peut servir de base aussi à travers le travail qui a été fait déjà de négociation au futur programme du gouvernement si un jour les programmes deviennent accessibles. Donc, ce n'est pas déconnecté de la sphère gouvernementale, c'est déconnecté, mais disons que le travail est fait aussi de manière à pouvoir assurer une base crédible lorsque le gouvernement interviendra pour réaliser la sécurisation foncière. On l'espère chez vous, Nana, un jour. Donc, peut-être qu'après cette présentation, il y a très certainement des questions et sûrement des questions dans le chat. Donc, Rachel, je vais te demander de me donner les questions qu'il y a dans le chat. Et puis, s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir directement, mais on serait ravis de les voir. Donc, levez votre main, mettez votre caméra et discutons. Voilà, on est ouvert à toutes vos questions, aussi bien Nanandori que Sosten et puis moi-même. Rachel, pas de questions dans le chat actuellement? Bon, donc on est là, on attend. Donatien qui a posé une question. Did you meet any case of fraud? Continue nous traduire. Est-ce qu'on a noté des... donc, une question qui vient de Donatien. Donatien, oui, qui demande si on a noté dans le cadre du programme des tentatives de fraude qui ont créé du conflit. Peut-être d'abord à Sosten, puisque tu étais, et puis Nana après, voir si c'est arrivé dans votre village. Est-ce qu'il y a eu des fraudes? Merci Donatien. Je pense que concrètement, il n'y a pas eu de tentatives de fraude qui ont été déjà notifiées pendant la mise en œuvre du programme, mais l'expérimentation de la blockchain s'inscrit dans une logique d'anticipation parce que quand on fait un comparatif en Côte d'Ivoire avec le foncier urbain, on se rend compte que quand de plus en plus les documents fonciers sont disponibles et qu'on ne peut plus s'installer anarchiquement sur les terres, on se rend compte que là, ce sont les documents de sécurisation qui font l'objet de fraude pour pouvoir faire les transactions. Et donc, l'expérimentation de la blockchain pour assurer
la traçabilité, la crédibilité des documents, c'est dans une logique d'anticipation, après que dans le village, on ait clarifié l'ensemble des droits fonciers dans le village. Voilà. Nanan, vous en avez noté dans votre village? Non, il ne peut pas avoir de fraude. Pourquoi? Parce que dans le village, depuis des années, chacun sait où est installé son père, où sont les terres de ses ancêtres. Et bien que les documents officiels ne soient pas disponibles, nous connaissons d'âge en âge nos limites. Et puis avant que l'opération ne vienne, nous révisons les espaces. Voilà. D'accord, donc pas vraiment de fraude. Et puis pour prévenir justement donation ces fraudes, il y a les nouvelles technologies. Au-delà de la blockchain qui a été testée dans le cadre de ce programme, je crois qu'avant tout, ce qui sécurise aussi, c'est l'archivage des informations, puisque ça, c'est nouveau. Quand il y avait des accords, autrefois dans les villages, c'était plus des accords qui étaient réalisés oralement. Et maintenant, avec le passage quand même au papier et à l'archivage de ces papiers qui sont gardés au niveau d'un comité dédié aux fonciers dans les villages, le fait qu'il y ait déjà ces documents en forme physique, mais aussi numérisés avec les smartphones, ça permet de limiter les risques de fraude. Et c'est une question intéressante parce qu'avec la pression foncière, on se rend compte que de plus en plus, les villages sont fragilisés de par la tentative d'accaparement des terres. Alors là, on ne parle pas d'accaparement de terres de groupes industriels, mais ce sont plutôt des politiciens ou des cadres installés dans les zones urbaines qui, en prévoyant leur retraite, anticipent et investissent beaucoup et même massivement sur les terres et auraient tendance à arracher à petit prix et trop petit prix des espaces de terre qui sont finalement qui ne sont plus disponibles pour les communautés des villages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on rencontre beaucoup et ça ne concerne pas les groupes industriels. C'est vraiment à ce niveau-là. Donc, merci pour la question. Il y a d'autres questions dans le chat. Il faut nous les dire. D'accord. Donc, une question sur la pérennité du programme, effectivement. Donc là, je pense que c'est la question de notre coordonnateur, Sosten. Oui, effectivement, dans les activités que j'ai déclinées tout à l'heure, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a vraiment beaucoup de formations qui se font. Et déjà, même pour les travaux qui ont été faits au niveau de la délimitation, ça n'a pas été fait par un consultant externe. Ça a été du faire, parce que la formation s'est faite de manière pratique en allant sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu 2 jours de formation pour que les jeunes puissent s'approprier l'utilisation du GPS, mais pour le reste, aller sur les tronçons pour marquer les limites des parcelles, cela s'est fait déjà par les jeunes eux-mêmes avaient accompagné des sachants des villages. Deuxième chose, au niveau de la contractualisation, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que c'est le comité villageois qui est formé et qui accompagne toutes les parties, tous les demandeurs de terre ou tous les propriétaires de terre qui veulent mettre à disposition des terres pour un quelconque investisseur. Surtout, ce qu'il faut noter aussi pour la durabilité, en plus des formations, ce sont les équipements qu'on a utilisés. Tout à l'heure, j'ai dit c'est juste un GPS portatif et aussi au niveau du téléphone, c'est juste un simple téléphone qui peut avoir un système d'exploitation Android. Déjà, c'est suffisant pour avoir l'application qui ne fonctionne pas avec Internet et qui permet déjà de pouvoir, dans les confins de la Côte d'Ivoire, de pouvoir vraiment continuer de faire des contrats plus clairs et plus crédibles. En termes d'évaluation, effectivement, comme tout programme, c'est toujours prévu. J'ai donné tout à l'heure quelques chiffres d'une évaluation mi-parcours, mais pour faire vraiment une évaluation d'impact, il faut vraiment prendre du recul pour voir effectivement ce que ça donnait en termes d'efficience, en termes d'efficacité, en termes de changement et aussi en termes de durabilité plus longue.
D'accord. Donc peut-être aussi en termes de durabilité, aborder un point qu'on n'avait pas précisé, comme on a un petit peu de temps. Donc ça permet de le préciser parce que c'est un point qui est important. Dans la sécurité, puisque nous avons utilisé la technologie blockchain a été utilisée. Donc c'est un espace gratuit de sécurisation des contrats agraires qui a été choisi. Donc pour permettre la réplicabilité du programme. Cela dit, cet espace gratuit, on doit le dire, était comment dire, un petit peu complexe à utiliser. Donc, c'est forcément les personnes du programme, Sosten et puis notre informaticien, d'autres personnes qui étaient au cœur de ce programme, qui ont dû gérer la sécurisation foncière la sécurisation des contrats agraires sur cet espace blockchain. Donc, comme l'un des objectifs vraiment central de ce programme, de ces programmes, parce qu'il y a plusieurs programmes en fait qui vont dans le même sens, c'était vraiment l'idée de réplicabilité. Et comme ça ne permettait pas l'autonomie des communautés villageoises, actuellement, on a un petit peu arrêté ce qui était utilisation de la blockchain. Ça a été un test. Maintenant, dans l'avenir, on va voir peut-être avec de futurs bailleurs et puis avec les liens que nous avons de plus en plus avec les agences, avec l'Agence nationale du ministère de l'Agriculture, l'Agence foncière rurale, voir si on ne pourrait pas mettre en place une véritable blockchain avec plusieurs acteurs qui vont valider les informations. Donc, ce serait au niveau des préfectures, au niveau de l'agence foncière rurale, au niveau du village. Donc, 3 validations pour créer un espace beaucoup plus simple à utiliser. Mais bon, c'était déjà un test pour voir qu'est-ce que ça allait donner en fait. Mais on s'est rendu compte que ça avait quand même rassuré beaucoup de gens parce que dans l'espace gratuit, c'est comme dans un espace autre de blockchain. Si le document a été modifié même d'une simple virgule, un simple accent, eh bien, il y a un message d'erreur qui s'affiche et on voit que le document a été modifié, on sait exactement par qui et à quelle heure, à quelle seconde même ce document a été modifié. Voilà. Donc, c'était quand même un point intéressant parce que j'imagine que dans les personnes qui nous écoutent, certains ont peut-être été interpellés par l'utilisation de la technologie blockchain dans des zones rurales d'un village de l'ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Rachel, C'est la dernière question. Dans le chat? Dans le chat, c'est la dernière question. D'accord, très bien. Donc, peut-être ça nous permet aussi d'approfondir aussi certains points. Il semblerait que les innovations aient eu de l'impact au niveau des villages. Manon nous a expliqué, tu nous as expliqué. Mais de ce que je sais, il y a aussi eu un impact au niveau national. C'est-à-dire que ce programme, nous, en tant que think tank, nous avons bien sûr partagé nos résultats avec les organisations nationales, hein, l'Agence foncière rurale, le ministère de l'Agriculture, qui est en charge de la sécurisation du foncier rural en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons travaillé en lien avec eux. Pourquoi? Parce que nous souhaitions les influencer pour qu'ils comprennent qu'il peut être possible et crédible dans un pays qui n'a pas les moyens de sécuriser toutes les terres, puisqu'actuellement, je vous dis, il n'y a que 2%. Et je sais que le Burkina Faso voisin, la Guinée, beaucoup de pays voisins ne sont pas plus avancés, voire un petit peu moins que la Côte d'Ivoire. Donc, ce que l'on voulait montrer au gouvernement, c'est qu'une technique bottom-up permet déjà de créer une base crédible et peut permettre de réduire le coût de la sécurisation foncière au niveau national. Parce que déjà, un travail au niveau du village de discussion, de clarification des droits des uns et des autres fait que, une fois que les équipes du gouvernement arrivent pour faire la sécurisation foncière, on en est juste à l'étape de l'intervention du géomètre expert.
Donc, ça réduit vraiment les coûts par rapport à une approche où il faudrait qu'avec l'arrivée du géomètre, il y ait un sociologue et puis qu'il y ait tout le débat au niveau du village pour retrouver les droits des uns et des autres. Voilà, donc, au-delà des nouvelles technologies, dans notre programme, nous avons testé une approche, des innovations méthodologiques. Et peut-être, Sostène, tu peux nous expliquer comment le gouvernement a pu capitaliser sur ces innovations aussi en termes de méthodologie. Oui, effectivement, merci Gisèle de me donner l'opportunité de parler de ces innovations que le gouvernement a pu, je veux dire, intégrer au processus, je veux dire, national de sécurisation foncière. D'abord, j'ai parlé tantôt de l'utilisation du GPS. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement l'agence foncière rurale, qui est l'agence dédiée pour la sécurisation en Côte d'Ivoire, a dans son manuel d'opération intégré déjà l'idée de former des jeunes dans chacun des villages de Côte d'Ivoire pour accompagner le travail des géomètres, surtout au niveau de la contractualisation, parce qu'on se rend compte que au niveau de la sécurisation foncière, les contrats agraires constituent vraiment un pan important de la sécurisation, parce que tous ceux qui ne sont pas propriétaires de terre, qui ne peuvent pas avoir le droit de propriété, ont quand même ces droits d'usage, d'utilisation qu'il faut sécuriser. Et cela se fait par les jeunes qui ont été formés au GPS. Un autre élément qui a été vraiment inclus au manuel des opérations aujourd'hui, c'est vraiment le comité villageois en tant qu'organe clé qu'on doit vraiment outiller d'un point de vue des compétences pour qu'il puisse au sein du village lui-même assurer la gestion foncière. Et donc, aujourd'hui, il y a la formation à l'archivage, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été reprise au niveau national. Donc, dans chacun des villages de Côte d'Ivoire, le comité villageois est formé à comment déjà archiver les documents déjà de façon physique, mais aussi à la contractualisation. Ce sont les comités villageois eux-mêmes qui accompagnent, assistent le village, tous les gens des villages qui veulent réaliser des contrats sur les terres du territoire du village. Et puis finalement, il y a une innovation dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie vraiment intégrante, qui est le fondement même de la phase de clarification qu'on appelle la cartographie sur affiche. Je pense que c'est une méthodologie aussi qui est reprise aujourd'hui au niveau national, qui part en fait d'une image de l'espace du village, une image aérienne qu'on prend, et à partir de cette image-là, on peut déjà percevoir les forêts, les cours d'eau, et donc avec les sachants des villages dans un dialogue inclusif, on réussit déjà, avant d'aller sur le terrain, à matérialiser les limites du territoire du village, à matérialiser également les limites des familles, puisque dans l'histoire, il y a d'abord le patrimoine des familles qui, après, installent les gens sur des parcelles, soit par achat, soit par don, soit par mise à disposition gratuite ou par location. Et au cours de cette cartographie-là, le dialogue se fait entre ces propriétaires terriens-là et tous les gens qui ont été installés pour clarifier les droits des uns et des autres déjà sur la parcelle. Et aussi, cet outil est en même temps un outil, en plus de la clarification, du repérage, un moment de repérage des parcelles, ce qui fait que sur le territoire du village, on voit un peu la répartition des parcelles un peu sur le territoire, de sorte à ce que s'il y a une intervention de géomètre ou les travaux de délimitation, ça devient en même temps un outil de planification, d'organisation du travail. Donc, pour résumer, voici un peu les quelques innovations qu'on a introduites qui aujourd'hui sont reprises au niveau national, qui permettent aujourd'hui de faire confiance aux villages, aux populations locales elles-mêmes pour vraiment accompagner la sécurisation au niveau national. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que ce programme a pu inspirer la méthodologie de la sécurisation foncière d'une manière très inclusive. Et nous, en tant que think tank libéral, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que les populations puissent être vraiment impliquées dans leur sécurisation foncière et d'avoir une réflexion pour réduire leur coût d'accès à la sécurisation foncière
quand on a en tête vraiment l'importance du droit de propriété pour la création de richesse. Donc, on voit qu'il y a déjà eu un impact au niveau des investissements dans les champs des planteurs qui finalement connaissent mieux leurs limites, connaissent mieux leurs droits. Donc ça, c'est une chance. C'est une chance aussi pour l'environnement parce que quand on investit sur son champ, ça permet d'éviter l'extension des cultures sur de nouveaux espaces. Donc ça a aussi de l'importance. Mais maintenant, je m'adresse à vous, Nanan, parce que je sais que dans votre village, vous êtes amené à gérer beaucoup de médiation. Vous êtes un médiateur réputé, même si vous êtes humble maintenant. Et je voulais savoir, cette formation des comités villageois et finalement ces archives que vous avez maintenant dans le village, est-ce que ça a déjà pu vous aider dans la résolution d'un conflit foncier? Oui, disons que ces archives, nous avons recours à ces archives lorsque, au niveau de la médiation, les parties n'arrivent pas à s'entendre. Nous demandons aux jeunes qui ont levé les parcelles, nous les appelons, et puis ils rafraîchissent la mémoire de tout le monde en notre présence. Et généralement, quand ils ont fini, la tension baisse. Donc, c'est vraiment utile pour le règlement des conflits. Et est-ce que vous vous faites assister peut-être du comité villageois maintenant qu'il est formé? Est-ce que ça apporte quelque chose en termes de règlement des conflits fonciers? Oui, le comité villageois nous assiste parce que les membres sont généralement ceux qui connaissent mieux le terrain. Ils nous assistent surtout lorsqu'il y a des conflits inter-villages parce qu'ils ont été ceux qui ont délimité les parcelles du village avec les villages voisins. Et donc, quand il y a un conflit entre des villages, nous appelons nos comités villageois et clarifier les choses. Généralement, cela nous aide énormément. Voilà. D'accord, donc l'impact sur la paix, sur la prospérité. Rachel, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat qui mériteraient de... Bon, ça voudrait dire qu'on a été vraiment très clair, merci de cette intervention. Ah, je vois une main. Ah non, pardon. Non, Rachel nous dit non. Donc, ça permet peut-être, en conclusion de ce panel, peut-être dire votre dernier mot, ce que vous avez envie de partager avec ceux qui nous écoutent par rapport à cette expérience qui a été faite en Côte d'Ivoire, mais qui, je rappelle, peut vraiment inspirer des think tanks qui sont en Guinée, au Ghana. Bon, je sais qu'il y a d'autres expériences, mais je crois que dans le réseau d'Atlas, c'est très important que nous puissions travailler ensemble et faire un partage aussi d'expériences. Donc, c'est vraiment quelque chose que je partage avec vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Rachel va partager avec vous le lien de la page Internet d'Audace Institut Afrique. Vous y trouverez des informations sur tous ces programmes fonciers. Ce que je voulais dire pour ceux qui se lancent dans le foncier et qui sont des think tanks comme nous, qui au début n'avaient pas trop de capacité, c'était un petit programme qui s'appelait Acteurs communautaires, mais grâce à l'expérience et puis surtout à l'impact qu'il y a eu sur les communautés, au changement que ça a fait que ça a créé dans les villages, ça a interpellé des bailleurs, dont la Fondation Friedrich Naumann, qui a été interpellée par cette approche bottom-up en tant qu'organisation libérale. On se retrouvait sur notre vision par rapport à l'impact de la propriété sur le recul de la pauvreté. Donc, on s'est vraiment retrouvés. Ça a permis de vraiment débuter ensemble l'histoire de ce foncier sur le terrain. Et je crois que c'est une opportunité énorme pour un think tank de ne plus être que dans la réflexion, mais d'être aussi dans l'action, parce que l'action permet vraiment de préciser toutes ces idées et d'y voir plus clair et de dire vraiment clairement, partager avec vous cette importance de la propriété dont nous parlons beaucoup d'un point de vue théorique et le voir dans la pratique, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Et après la Fondation Friedrich Naumann, il y a la coopération allemande, donc la GIZ, qui nous a permis, toujours en lien avec la Fondation, bien sûr, Atlas Network, qui nous suit et qui connaît absolument ce programme depuis sa création. Donc, c'est une vieille histoire commune avec Atlas. C'est l'occasion de remercier encore toutes les équipes d'Atlas pour la confiance qu'ils nous ont accordée pour la réalisation de ce programme. Donc, actuellement, sur des fonds de la coopération allemande, donc GIZ, nous pouvons aller plus loin et nous nous orientons beaucoup sur la sécurisation foncière des créateurs de richesses en Côte d'Ivoire que sont les planteurs de cacao, dont, alors que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, on voit que 80% de ces planteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce chiffre, à lui seul, nous a totalement interpellés, alors que notre mission, justement, c'est de mettre la liberté au service des plus démunis. Donc, l'idée, ça a été vraiment de proposer un programme pour sécuriser de manière plus ciblée les terres de ces planteurs de cacao. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la mise en œuvre du programme, ça a interpellé des entreprises de cacao, donc des grands groupes de cacao, Barry Callebaut, Hershey's, Cargill, toutes ces grandes entreprises qui ont trouvé de l'intérêt à ce programme et qui eux-mêmes ont mis la main à la poche et ont participé au financement de la documentation foncière des planteurs de cacao. Donc, la suite de ce programme en bottom-up, c'est que sur certaines zones, donc là c'est nouveau, c'est un peu fragile, on vous en reparlera sûrement l'année prochaine lors du prochain Africa Liberty Forum, mais nous pourrons vous parler du passage de ce programme en bottom-up au programme de sécurisation foncière, puisque nous travaillons actuellement, grâce au financement de GIZ et des entreprises de cacao, donc un partenariat public-privé à l'obtention du titre foncier ou d'un contrat agraire par ces planteurs de cacao. Donc, puisqu'on avait une minute, ça m'a permis de vous raconter cette histoire qui est partie petite et qui, en faisant ses preuves, grâce à l'implication des communautés, a pu avancer, a pu grandir et a pu arriver jusqu'à la formalisation des terres de certains planteurs. Le programme est en cours avec l'obtention d'un titre foncier. Donc c'était ce que je voulais dire. Avant de terminer, parce que le temps avance, pardon d'être un peu bavarde, y a-t-il d'autres interventions, Rachel, avant de donner la parole à Nanan et après à Nanan, déjà vraiment vous remercier énormément parce que vous avez fait la route pour venir jusqu'à nous, quitter vos occupations et c'est vraiment un plaisir. Je dois dire que Nanan Dori, je ne l'ai pas dit en introduction, mais il est aussi membre de notre comité scientifique et c'est lui qui nous conseille dans la réflexion, dans nos programmes, pour vraiment intégrer tout ce qui est connaissances traditionnelles, contexte, coutumes, qu'on ne peut ignorer évidemment et qui sont la base du foncier en Afrique, hein, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup, Nanan. Et donc, peut-être vous laisser dire votre dernier mot. Merci bien, Gisèle. Mon dernier mot, c'est mon encouragement à votre programme, à votre projet. Parce que lorsque le programme est arrivé dans mon village, les villages environnants faisaient un peu pitié. Ils auraient voulu qu'on les prenne en charge immédiatement en entendant le programme national avec l'agence foncière rurale. On a senti cette envie de faire comme nous. Et donc, cela me rassure pour dire que c'est un programme qui est désiré par les populations. Donc, je vais vous encourager à continuer sur cette marche et à lancer un appel aussi à l'État pour qu'il passe à une vitesse supérieure au niveau de l'apport, puisque le pourcentage de terres immatriculées reste encore faible. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Nanan. Je précise que l'AFOR, c'est l'agence foncière rurale qui est liée
au ministère d'Agriculture en Côte d'Ivoire, donc qui est en charge de la mise en œuvre de la sécurisation foncière. Et Sostène. Oui, bon, mon mot de fin, c'est vraiment déjà de dire qu'il faut faire confiance aux communautés. Souvent, quand on est dans les laboratoires, dans les bureaux à Abidjan, on se dit que ce sera difficile pour des populations de pouvoir s'approprier un certain nombre de méthodologies, de technologies, mais je pense que ce sont des appréhensions qui ont été battues en brèche par l'expérience que nous avons eue. Je pense qu'il y a vraiment de la compétence dans les villages, déjà de la connaissance des terres, mais dans les villages aujourd'hui, on a des jeunes quand même qui réussissent à utiliser leur téléphone portable, qui réussissent à manipuler même des ordinateurs, pas vraiment développer des applications, mais déjà, avec ces petites connaissances des technologies qu'ils ont, on peut faire beaucoup avec ces populations locales-là. Donc, allier connaissances traditionnelles et nouvelles technologies, c'est quelque chose qui réussit vraiment dans la vision du développement des villages de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais peut-être, pour conclure, partager juste une phrase qui a été dite lors d'une intervention dans un village et j'étais présente et elle m'a profondément touchée. C'était une phrase d'un planteur de cacao qui disait que autrefois, il avait l'impression un petit peu d'être un esclave sur ses terres. Il n'avait pas de connaissance vraiment des limites de ses terres. Bon, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le prix est fixé par l'État. Donc, quand vous avez un prix qui est fixé par l'État, que vous ne connaissez pas trop vos espaces de terre, qu'il n'y a pas de papier, de contrat qui vous lie à l'autochtone qui vous a installé, ça crée beaucoup de doutes. Donc, il l'a dit dans ces mots-là, il a dit autrefois, je me sentais un peu comme un esclave, aujourd'hui, je me sens un petit entrepreneur et j'ai vraiment envie d'aller plus loin et d'inclure aussi mes enfants et ma famille dans la plantation pour, en ayant une visibilité par rapport à mon avenir. Donc, je pense que cette parole-là permet de rejoindre notre sujet, le thème de notre panel sur la dignité, la prospérité à travers la propriété foncière, qu'elle soit sécurisée par un titre ou par un travail social de sécurisation au niveau du village.